Bonsoir à tous. Une émission spéciale Comité des signataires. La 19e édition s'est terminée dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris. Un Premier ministre très impliqué avec plus de 16 heures de discussion. Et puis un compromis autour de deux questions. La consultation, la date de la prochaine consultation et le corps électoral. Bonsoir Nathalie Nouzière. Bonsoir et bonsoir à nos invités. Et merci d'être venus quelques heures seulement après la fin de ce très long Comité des signataires. Avec nous ce soir, Sonia Backès, présidente de la province Sud. Vous vous exprimerez au nom de l'Avenir en confiance. Gilbert Thuyennon, vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vous parlerez pour l'Union calédonienne. Victor Tutugoro, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous représenterez l'UNI. Et Philippe Michel, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous parlerez pour Calédonie Ensemble. Ce n'est pas une simple date, ce n'est pas une date simple à fixer. Ce sont les mots d'Édouard Philippe, le Premier ministre, on l'a dit, très impliqué. Il a pris la parole à la fin de ce comité. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est pas en effet une simple date et ce n'est pas une date simple à fixer. Plusieurs membres du comité des signataires ont parlé d'un rendez-vous avec l'histoire. La consultation interviendra après les élections municipales de mars 2020 et la phase de révision annuelle des listes électorales. Je proposerai que ce référendum, cette consultation, se tienne le 30 août ou le 6 septembre 2020. Et l'État va choisir dans les 15 jours qui viennent donc la date définitive de ce deuxième référendum. Sonia Backès, vous souhaitiez que le deuxième référendum ait lieu le plus vite possible. Vous aviez proposé juillet 2020. Là donc ce sera le 30 août ou le 30 septembre ou le 6 octobre 2020. Est-ce que ce compromis vous satisfait ? Oui, alors évidemment, on voulait nous que ce soit le plus tôt possible alors que nos partenaires politiques voulaient que ce soit plutôt en novembre, donc on est évidemment satisfait. Mais au-delà de la question de la date en elle-même, ce qui est important pour nous, c'était de prévoir que la fin du processus de l'accord de Nouméa puisse se faire avant la fin de la mandature nationale. Et là, ça fait partie des options qui sont ouvertes, c'est-à-dire que clairement tous les partenaires ont exclu la possibilité d'avoir un chevauchement entre la campagne présidentielle et les problématiques calédoniennes. Mais on a la possibilité de finir le processus de l'accord de Nouméa avant la fin de la mandature nationale. Et c'était ce qu'on souhaitait. Victor Tutugoro, on a coupé la poire en deux. Ça vous convient également ? Alors, on ne va pas sauter de joie. Hein. C'est le résultat d'un compromis. Et c'est comme tous les compromis. Hein. On n'est pas entièrement content, on n'est pas entièrement mécontent. C'est le résultat d'un chemin, de l'un vers l'autre. Et donc oui, au titre de la décision prise, c'est comme l'accord de Nouméa qui lui-même est un compromis. Et donc nous sommes satisfaits dans la mesure où je vais rejoindre Mme Backès pour dire que c'est une date qui a été arrêtée par rapport à un éventuel troisième référendum. Et cet éventuel troisième référendum se passerait sous l'égide de ce gouvernement présent, parce qu'on ne connaît pas les gens qui viendront après, les présidentielles. Hein, et donc, forcément, c'est des gens qui ne seront pas totalement au fait des décisions et de la gestion des choses durant... Visiblement, ça c'était important pour les uns et les autres, hein, que ça se passe sous la mandature actuelle. Philippe Michel. Alors, nous, ce qui était le plus important pour nous, c'était de garantir absolument que la troisième consultation ne percute pas les élections présidentielles ou les élections législatives qui suivront, pour éviter une instrumentalisation politique du dossier calédonien. On sait à quel point, et on a touché du doigt en 88, à quel point une instrumentalisation politique nationale du dossier calédonien pouvait être désastreuse, et c'était ça qui était essentiel pour nous. Et donc, de ce point de vue-là, la date qui a été choisie, premièrement, elle correspond, et ça a été exprimé par le Premier ministre, en accord avec chaque délégation, à cette même volonté d'éviter un chevauchement entre les élections présidentielles et le troisième référendum. Et deuxièmement, la date a été choisie de telle sorte que le troisième référendum, si troisième référendum il y a, puisse être soit
nettement avant la présidentielle pour être déconnecté, soit après la présidentielle, mais en tout cas éviter que le dossier calédonien du 3e référendum arrive en pleine présidentielle, parce que ça serait catastrophique pour nous. Là, pourquoi 30 août ou 6 septembre? Pourquoi on n'a pas décidé d'une date? Alors ça, c'est simplement une modalité technique. Vous savez que ce qui a fait le succès de la première consultation, c'est les 250 magistrats et hauts fonctionnaires qui sont venus de métropole pour superviser les opérations de vote et garantir leur bon déroulement. Et août, ça peut poser un certain nombre de problèmes sur la disponibilité de ces personnes-là. Et donc le Premier ministre, au moment où on a conclu, n'avait pas la certitude absolue. Oui, donc il ne pouvait pas avoir toutes les réponses pour savoir si c'était possible le 30 août ou le 6 septembre. On a fait un pas l'un vers l'autre, c'est ce que disait tout à l'heure Victor Tutuguero. Gilbert Thuyenot, vous êtes d'accord aussi avec cette analyse? Il faudra poursuivre cette avancée et ce compromis qui a été acté à Paris? Disons que, pour faire simple, les choses sont conformes à l'accord de Nouméa. D'abord à son esprit, parce qu'on a toujours travaillé dans la négociation pour déboucher à des consensus, chacun allant vers l'autre, et puis surtout à la lettre de l'accord, parce qu'il fallait ce 2e référendum. Et le fait de l'avoir décidé ensemble avec le Premier ministre permet quelque part de poser un jalon supplémentaire dans le processus politique des accords qui ont conduit la Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que dans nos représentants, à la fois M. Paul Néotine et M. Rocco-Mitan, ont eu à rappeler que c'est un processus important pour le pays, que nous sommes dans un processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie et qu'à ce titre-là, ce rendez-vous-là est encore un autre rendez-vous historique et il est important. Il ne fallait pas le prendre à la légère, en quelque sorte. Et ça semblerait comme ça fixer une date, que c'est banal, en quelque sorte, de fixer une date. Mais sauf que c'est la date de la prochaine consultation référendaire qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Et ceci, on l'a tous dit et redit. C'est parce que nous sommes dans un processus qui nous oblige les uns et les autres à discuter, à parler, à négocier. Et puis on sait que c'est la voie qui a toujours permis à la Nouvelle-Calédonie d'avancer et puis surtout d'éviter les erreurs qu'on a commises par le passé. Le FLNKS disait qu'il souhaitait prendre le plus de temps possible pour organiser ce 2e référendum, donc aller jusqu'au mois de novembre 2020. Est-ce que là, ça vous satisfait quand même? Mais disons que la proximité des élections municipales nous inquiétait un peu. Parce que, certainement qu'il y aura de nouvelles équipes vont s'installer. Il y a la question aussi de la mobilisation de nos gens. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la vie du pays. Et le président du Sénat coutumier l'a rappelé qu'il y a aussi les contraintes de la vie culturelle du pays. Et le fait de quelque part de laisser un peu de temps entre les municipales et la date de la consultation nous convient bien. Mais c'est vrai qu'on aurait souhaité que ça intervienne comme l'année dernière, aux alentours d'octobre-novembre. Il y avait un risque s'il y avait une trop grande proximité avec les municipales, alors cette fois d'instrumentalisation locale du scrutin ou... Non, je pense. C'est une question de disponibilité plutôt. Oui, disponibilité, d'organisation. Et puis, on sait qu'au bout d'un moment, nos concitoyens sont aussi fatigués des élections. Donc, il ne faut pas non plus les fatiguer. Il y avait quand même une stratégie du plus tard possible pour gagner des voix. Tout le monde l'a évoqué. Sonia Backès, vous l'avez évoqué. Les indépendantistes voulaient gagner du temps pour gagner des voix. Il y avait quand même ces stratégies qui étaient mises sur la table. Non, mais n'essayez pas de nous opposer. On a trouvé un compromis. Tout va bien. Mais au-delà, faut pas. La question, elle n'est pas fondamentalement la date exacte du référendum. Le fond de l'affaire, c'est de savoir comment on aborde la sortie de l'accord de Nouméa. C'est ça qui nous a occupés pendant 16 heures. C'est pas de savoir si c'est le 30 août ou le 6 septembre. Enfin, ce qui nous a occupés, c'est cette question importante. Évidemment, mais le fond de l'affaire, c'est de savoir comment on en sort. Vous savez que l'accord de Nouméa était prévu pour 20 ans. On est à la 22e année. Il était prévu pour 4 mandats. On est au 5e mandat, donc il est quand même temps d'en sortir. Et l'idée, c'était, et ce qui a beaucoup été abordé entre nous, c'est de savoir comment on allait dialoguer, comment on allait mettre en place les discussions pour construire la sortie de l'accord de Nouméa. Et
on est quand même globalement tombé d'accord pour dire qu'il faudrait mettre en place des processus de discussion. Alors, des bilatérales avec l'État d'une part, mais aussi des réunions plénières pour construire le futur statut. Et vous savez que pour l'avenir en confiance, ce qui est important, c'est qu'on considère que ce deuxième référendum, maintenant, il est engagé, il va avoir lieu, mais que nous, on aimerait, dans la mesure du possible, qu'on évite de poser une troisième fois la même question. Si c'est possible, si on arrivait à se mettre autour de la table dans les 6 mois qui suivent la deuxième consultation pour arriver à transformer le troisième référendum binaire par un référendum de statut qui nous permette de nous projeter vers l'avenir, franchement, on arriverait collectivement à sortir par le haut de l'accord de Nouméa. Est-ce qu'on peut imaginer une telle chose, Victor Tutigoro, c'est-à-dire que l'on ne parte pas vers un troisième référendum et que l'on discute du statut de la Nouvelle-Calédonie pour les indépendantistes? Troisième référendum, oui, on peut éviter si le oui l'emporte. C'est pourquoi nous militons. Les postures, pour le moment, disent qu'il faut aller au second et au troisième référendum. En tout cas, c'est notre posture à nous, les indépendantistes et à nous l'UNI. Nous avons souhaité fortement qu'avant ce second référendum, l'État prenne les dispositions pour qu'il puisse, alors je vais utiliser un mot qui est un peu, puisse éclairer. C'est le chef de file de monsieur qui l'utilise souvent, pour éclairer les conséquences, je veux dire. Si le oui l'emporte, qu'est-ce qui se passe après? Si le non l'emporte, qu'est-ce qui se passe après? Pour que les électeurs soient suffisamment informés des conséquences de leur vote. Ça a été fait en 2018, sauf que on a senti que c'était beaucoup trop tard et donc ça a été quelque peu dilué. Et nous avons demandé à ce que ça soit fait suffisamment tôt. Et nous avons préconisé qu'il y ait des bilatérales entre l'option, ceux qui portent l'option oui, des bilatérales avec l'État, pour qu'ils expliquent leur projet. Pareil pour ceux qui portent l'option non. Puisque il n'a pas été possible d'aller ensemble. On a vu ce que ça a donné le groupe de dialogue à l'époque, on n'a pas pu aller jusqu'au terme. Et donc nous avons proposé cette méthode-là parce qu'on n'a pas pu de l'autre côté. Et donc on va aller vers cela pour que les options soient bien clarifiées, que la communication de l'État interne intervient assez tôt pour que les choses soient bien éclairées. Et à partir de là, nous espérons. Effectivement, parce que nous allons aussi faire la campagne. Pour dire, on va y aller et on espère que le oui l'emporte à ce moment-là, pour répondre à votre question, qu'il n'y ait pas de troisième référendum. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça, on n'est pas trop d'accord. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que vous préconisez des bilatérales, des indépendantistes d'un côté avec l'État, pour préciser les conditions de l'indépendance, et de notre côté des bilatérales avec les non-indépendantistes pour préciser les conditions dans l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe Michel? Pas complètement. Alors d'abord, je veux rappeler que nous savons tous que 1, 2 ou 3 référendums ne règlent pas la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. 1, 2 ou 3 référendums, ça permet de manière certaine et conforme aux accords politiques passés de donner la parole à la majorité des Calédoniens pour qu'ils choisissent leur avenir. Mais une fois qu'on a eu 3 fois non à l'indépendance, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. C'est pour ça que la question des discussions politiques entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État sur l'après-accord de Nouméa est indispensable, et c'est pour ça qu'il faut les engager le plus tôt possible. Nous, on s'est toujours inscrits dans ce cycle de discussions qui n'ont pas abouti. On a vu que le groupe du dialogue a connu des vicissitudes avec au total tout le monde qui n'était pas autour de la table. Nous, on s'est toujours inscrits là-dedans, et effectivement, il faut continuer. Faut-il le faire au travers de bilatérales ? Nous, à Calédonie Ensemble, on n'est pas partisans de ça. Pourquoi ? Parce que si la Calédonie a réussi à sortir du cycle de la violence et de l'affrontement après les événements,
c'est précisément parce qu'on a su, à ce moment-là, sortir de la discussion bilatérale entre l'État colonisateur et le peuple colonisé, et qu'on a élargi la discussion en reconnaissant d'ailleurs la légitimité des uns et des autres, aux indépendantistes, non-indépendantistes et l'État. Et nous, on est partisans de continuer ce dialogue et cette recherche de consensus plutôt que de revenir à des bilatérales, c'est-à-dire à des discussions de l'État avec les uns, de l'État avec les autres, mais après, si ça ne matche pas, on n'est pas plus avancé. Donc nous, on est assez opposés au final à cette idée des bilatérales. Il faut reprendre le dialogue entre l'ensemble des partenaires pour trouver ensemble une solution définitive d'avenir qui soit acceptable pour tout le monde. Et Gilbert Chuénan, vous êtes dans quelle posture, vous? Est-ce qu'on peut éviter ce troisième référendum, discuter du statut de la Nouvelle-Calédonie et puis quelle discussion? Discussion bilatérale ou discussion tous en commun en Nouvelle-Calédonie? Je rejoins ce que disait Victor Hugo. On va gagner l'année prochaine. Donc de toute façon, voilà, les choses... C'est pas pour. Voilà. Parce qu'il n'est pas question pour nous, même si on est dans le cadre de l'accord de Nouméa, d'occulter la situation de la Nouvelle-Calédonie au regard des dispositions de l'ONU concernant la responsabilité de l'État français sur la décolonisation de notre pays. Donc les discussions bilatérales, on en convient, ça gêne peut-être nos partenaires loyalistes, mais nous, ce que nous cessons de répéter, c'est que c'est d'abord une responsabilité de l'État colonisateur avec le peuple colonisé. Et là, en l'occurrence, c'est une discussion qui aujourd'hui s'inscrit dans un autre état d'esprit que celui de l'époque où il y avait effectivement de la confrontation, ce genre de choses. C'est une discussion normale. Et pour avancer, on a besoin de ça. Parce que si on ramène les choses de manière binaire, les partisans du non, parce que le non, c'est la France. Les partisans du oui, c'est Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Donc, au bout d'un moment, les choses doivent revenir à ces divisions simples-là. Mais nous, depuis plusieurs comités des signataires, nous n'arrêtons pas d'interpeller l'État sur cette responsabilité-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ONU nous suit, c'est pour ça que le Forum des îles du Pacifique nous suit, parce que c'est une responsabilité au titre des dispositions de l'ONU, notamment la résolution 1514 et la résolution 1541 sur la responsabilité de l'État sur la décolonisation de notre pays. Mais pour autant, nous n'excluons pas les discussions qu'on a toujours eues avec nos partenaires en Nouvelle-Calédonie. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'Avenir en confiance et Calédonie ensemble. Mais il y a aussi d'autres partenaires politiques qu'il ne faut pas oublier. Donc, pour nous, les discussions, elles sont normales. Et il ne faut pas prendre ça comme étant un défi à l'intelligence de l'accord de Nouméa ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est une évolution normale du processus qui est un processus négocié, un processus où c'est le consensus qui doit primer avant tout. Mais il fallait arriver à ce point-là. Et on avait besoin, en quelque sorte, que l'État précise, au titre de sa responsabilité. Si c'est le oui qui l'emporte, demain, qu'est-ce que ça implique pour la Nouvelle-Calédonie? Voilà. Je comprends ce que dit Gilbert, mais parce qu'il défend son combat. Mais je voudrais dire une chose très claire. La question de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie n'est pas une question réservée entre le peuple kanak d'un côté et l'État de l'autre. Depuis 1988, la question de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, elle intéresse le peuple calédonien, c'est-à-dire le peuple premier et les autres communautés dont la légitimité a été reconnue par l'accord. C'est pour ça que ces discussions doivent avoir lieu à trois et pas dans un rapport exclusif entre les uns ou les autres. Tous les Calédoniens, on voit au chapitre, et sont intéressés et sont légitimes à participer à ces discussions sur la décolonisation et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Oui, tous les Calédoniens, dit Philippe Michel. Il y a un point de différence qui est très important. En avançant dans la revendication, c'était une revendication innée et active du peuple colonisé à son autodétermination. Et puis il se trouve que dans les années, c'est en 1983,
on a reconnu, Nainville-les-Roches, on a reconnu les victimes de l'histoire. La grande différence, c'est que nous parlons de peuple calédonien. Donc Calédonie-France. Et nos amis ici parlent du peuple calédonien. Mais dans le peuple calédonien, il y en a deux. Les victimes de l'histoire et nous. Alors que non. Nous, on voudrait qu'ils rentrent dans le sac, là, ou je ne sais pas comment dire ça, dans ce groupe qui constitue la Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi vouloir des bilatérales si vous voulez intégrer parce tout le monde ? qu'il faut continuer à discuter. Et puis on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, et de jeunes notamment, comprennent ça. C'est la construction d'un pays, d'un peuple. Et quand vous reprenez les écrits de nos anciens, quand on a essayé de déterminer qu'est-ce que c'était le peuple kanak, ce n'était pas une question d'ethnie, c'était une question d'un peuple qui vit quelque part dans la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça, la réalité des choses. Donc, il tarde à nous rejoindre. Mais nous, on ne désespère pas que Philippe Michel et puis... ça arrive, hein. Il y a beaucoup de chez eux qui nous rejoignent petit à petit. Sonia Backès, vous tardez à rejoindre. Alors oui, effectivement, on n'est pas trop d'accord avec ça. Il tarde à construire le vrai pays calédonien. Je veux dire une chose, c'est vrai que les indépendantistes ont un discours qui est toujours le même, qui est de dire on va gagner le référendum. C'était le premier, là ça va être le deuxième, et puis ça sera jusqu'au troisième, on va le gagner. Je veux d'abord répéter à nos concitoyens qui sont loyalistes qu'il faut se mobiliser, parce qu'on a bien vu sur le premier référendum qu'on a eu une mobilisation moins importante du camp loyaliste que du camp indépendantiste. Donc il faudra que pour le prochain référendum, il y ait une mobilisation plus importante. Mais ce qui est important dans la discussion, et c'est vrai que c'est ce qu'on a contesté à un moment donné dans les discussions, c'est qu'on ne peut pas parler que d'une option. Les indépendantistes souvent nous disent « Non mais dites-nous dans l'indépendance ce que vous voulez garder ». Mais nous, on ne veut pas de l'indépendance. Donc on veut pouvoir évoquer aussi, parce qu'il y a deux légitimités en Nouvelle-Calédonie. On l'a dit, il y a la légitimité du peuple premier et la légitimité démocratique que nous représentons, puisque la majorité des Calédoniens veut rester dans la France. Et donc, il faut que ces deux légitimités puissent se parler, mais puissent s'écouter aussi dans les projets qu'ils ont. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un projet qui est celui de Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui est évidemment pas le nôtre, mais on a un projet, nous, d'évolution de la société calédonienne pour constituer effectivement une population qui se retrouve ensemble, qui se construit ensemble. C'est ce qu'attend notre jeunesse dans des évolutions, parce que les compétences aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie, tout ne fonctionne pas bien, on est arrivé au bout de l'accord de Nouméa, on a des choses à faire évoluer, et c'est sur ça qu'on doit travailler tous ensemble, parce qu'on a intérêt là aussi à ce que la Nouvelle-Calédonie progresse en termes d'ouverture sur le monde, en termes de numérique, en termes de ce qu'on propose à notre jeunesse. Et c'est sur ça qu'on doit travailler ensemble. Et sur le fait de vous écouter, ces deux légitimités, est-ce qu'ils se sont écoutés sur la question du corps électoral? C'était une question tendue, Victor Tuchigoro, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été proposé? Alors, je vais revenir d'abord parce que vous posez la question de pourquoi des bilatérales. Nous, on est de ceux qui avons toujours été d'accord pour aller discuter, pour aller négocier. Hein. Et donc, pourquoi on a proposé des bilatérales? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience du groupe de... Comment on appelle du dialogue. Le groupe du dialogue, on n'a pas pu aller plus loin. Hein? Et donc, on est conscient que de toute manière, il faut discuter, il faut que quelque part qu'on puisse défendre ou voilà, essayer de convaincre sur nos options différentes. On a trouvé comment je vais dire, cette méthode-là, hein, pour continuer à avancer, puisqu'il n'est pas possible de discuter tout le monde ensemble, mais discutons de nos options chacun avec l'État, pour que l'État ensuite puisse faire sa communication sur ce que pourrait être le pays demain. Mais si entre-temps, Mme Backès, il m'a semblé qu'elle avait dit cela hier, si entre-temps on peut se retrouver pour faire la discussion ensemble, pourquoi pas? On est d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, on a proposé cela parce que c'est la méthode qui semblait la plus... voilà. Pour continuer à dialoguer. Voilà.
La question du corps électoral, sujet sensible qui crispait les deux parties. Il a été acté que les électeurs de statut de droit commun, nés en Nouvelle-Calédonie et qui y résident depuis plus de 3 ans, ne seront pas, comme lors du précédent scrutin, inscrits automatiquement sur la liste spéciale pour le référendum, parce qu'il aurait fallu réviser la liste électorale par la loi organique. Philippe Gomès, il a réagi quand même sur Internet. Il a dit, en gros, que c'est une discrimination inacceptable entre Calédoniens qui sera commise lors de cette deuxième consultation. Vous réagissez comment, vous, Sonia Backès? Alors, c'est pas Philippe Gomès, puisqu'on a noté dans le compte-rendu, Calédonie Ensemble et l'Avenir en Confiance, une fois n'est pas coutume, considèrent comme inacceptable qu'il y ait un traitement différencié, pour résumer, entre Kanak et non-Kanak. C'est entre personnes de statut coutumier et personnes de droit commun. Et vous savez qu'on a fait campagne sur le fait que tous les Calédoniens doivent être traités de la même manière. Et c'est pour nous parfaitement inacceptable qu'il y ait un traitement différencié. Donc, pour être clair, le traitement différencié, il s'agit en fait, globalement, vous savez, on a inscrit, en 2018, on a inscrit tous les natifs qui étaient présents depuis plus de 3 ans, donc ce qu'on avait appelé le stock, c'est-à-dire tous ceux qui étaient là depuis très longtemps, enfin tous ceux qui étaient dans cette situation-là, on les a inscrits en 2018. Il y a maintenant tous ceux qui, en gros, arrivent à la majorité et qui sont natifs de Nouvelle-Calédonie. La question était de savoir s'ils pouvaient être inscrits automatiquement. Là, donc ça demandait une modification de la loi organique. Là, le choix qui a été fait par l'État, parce que les indépendantistes étaient opposés à la modification de la loi organique, c'est de dire, en fait, au lieu de modifier la loi organique et de les inscrire automatiquement, en fait, on va leur écrire individuellement, on va leur expliquer individuellement qu'ils peuvent être inscrits, qu'ils remplissent les conditions, et ensuite on va les accompagner jusqu'à l'inscription. Et c'est finalement, et c'est comme ça que c'est écrit dans le compte-rendu du comité des signataires, pour arriver aux mêmes effets que l'inscription automatique. C'est ce qu'a souhaité le Premier ministre, puisqu'il a dit qu'il faut que 100% des personnes qui peuvent être inscrites soient inscrites. Donc en fait, au final, sans modifier la loi organique, on arrive à un dispositif équivalent. Mais vous le savez, et c'est ce qu'on a rédigé dans le compte-rendu, encore une fois, Calédonie Ensemble et nous-mêmes, que c'est parfaitement inacceptable qu'il y ait un traitement différencié. Philippe Michel. C'est doublement regrettable, cette affaire. C'est d'abord regrettable parce que nous avions, pour le premier référendum, trouvé un accord politique entre indépendantistes et non-indépendantistes pour qu'il n'y ait pas de discrimination sur cette question de l'inscription automatique sur les listes en fonction du fait de savoir si on est électeur de statut coutumier ou électeur de droit commun. Nous avions trouvé un accord politique sur ce sujet comme sur tous les autres. Et c'est cet accord politique qui a permis de faire du premier référendum une réussite absolue dont le résultat est incontestable et incontesté. Donc nous aurions souhaité que l'accord politique qui a été trouvé pour le premier référendum soit reconduit à l'identique sur le deuxième, parce qu'on ne change pas en cours de route un accord politique qui nous a réunis et qui a permis d'avoir une première consultation. Puis le deuxième élément, c'est évidemment que tout ça aboutit, qu'on le veuille ou non, à dire il y a des règles pour les uns et il y en a d'autres pour d'autres Calédoniens. Et ça, évidemment, ne serait-ce qu'au plan symbolique, c'est pas du tout acceptable. Mais Gilbert Thuyen, vous répondez quoi? Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas respecté cet accord politique dont parlent les non-indépendantistes? C'était l'accord politique en question. Je crois que c'est celui qui est intervenu au comité de signataires de novembre 2017. Et pour ce qui nous concerne, nous, on a été clairs. Effectivement, dans un premier temps, nous défendions l'inscription automatique des Kanaks de statut coutumier pour la consultation référendaire. C'est normal, parce qu'on se situe toujours dans le processus de décolonisation de notre pays. Et puis, au cours des discussions, consensus oblige, on a dit OK pour les natifs, parce qu'il se trouve qu'en les natifs, il y a aussi des Kanaks de droit commun. C'est ça, donc et vous puis, étiez d'accord. il y a des Calédoniens qui sont là depuis longtemps, il n'y a pas de question. C'est toujours le sujet que j'évoquais tout à l'heure, peuple colonisé et victime de l'histoire. Mais il se trouve qu'il y a eu une très malheureuse rédaction de la loi organique. Laquelle modification de la loi organique, au moment de ce même comité de signataires, on s'était opposé à une modification de la loi. Donc, les choses sont ainsi rendues. Mais nous, tout ce qui concerne l'Union calédonienne, c'est de dire, une fois qu'on a l'accord politique est là, il faut aller tripatouiller nulle part, ni la loi, ni un décret d'eau. Donc c'était clair pour nous. Donc vous aujourd'hui, on reste dans nos baskets, on reste dans la logique. Aujourd'hui, il se trouve que
comment dire, on va procéder, mais à la marge, parce que là, dans la question, je sais que le maire de Nouméa a indiqué un nombre que j'ai bien entendu hier, mais il ne s'agit pas de milliers et de milliers de jeunes en question. Hein, donc voilà, il faut faire le travail tel qu'il a été convenu au comité de signataires, inciter les jeunes à s'inscrire, et puis tout se passera bien. Donc, en résumé, on reste sur les mêmes principes pour le deuxième référendum que pour le premier, en fait. Exactement. Et vous, Victor Tutu-Goro, ça vous satisfait comme situation? Je vais quand même dire que ces questions-là ont été longuement débattues au pays. Ça a fait l'objet de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le groupe de travail. Là, mais il y a un groupe de travail qui a longuement travaillé. Et donc... oui, et donc, mais aussi, on est adossé à la loi organique qui vient d'être indiquée par Gilbert Touyenon, qui dit que ce qui s'est passé en 2018, elle était exceptionnelle, et je ne sais plus c'est quoi l'autre mot qui a été... Concernait le mandat. Et ne concernait que le référendum de 2018. Donc, nous, le positionnement du groupe de travail est resté dessus. Nous, on est resté dessus. Et comme l'a indiqué Gilbert Touyenon, à la marge, ce n'est que 2000 personnes. Alors qu'effectivement, en 2018, quand les choses ont été décidées, c'était quand même 10 900 personnes. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus que 2000 personnes, qui sont d'ailleurs connues, parce que c'est la différence entre les deux listes électorales. Et donc... nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire donc, de changer la loi organique pour cela, et qu'il fallait donc, puisque maintenant les provinces, les présidents de province ont autorisé pour que l'on consulte les listes qui relèvent de l'aide médicale, de l'aide médicale gratuite, pour que les croisements puissent se faire, et donc identifier les 2000 personnes qui restent. Et donc, après, que l'État, derrière, fasse le travail pour les informer de leurs droits et qu'ensuite, chacun puisse s'inscrire, après, selon la procédure de droit commun normale. Donc, au finish, tout le monde s'y retrouve. Donc, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire de rechanger la loi organique, redemander au Parlement de revenir ce qu'on leur avait déjà demandé de changer. Sonia Backès. Oui, juste un mot. C'est vrai que c'est des débats toujours un peu techniques entre nous sur les sujets du corps électoral. Je pense que les Calédoniens ne suivent pas forcément l'ensemble, mais vous savez, quand on a procédé... Ce sont quand même des débats qui prennent une grande partie des discussions, oui, alors, notamment lors du comité des signataires, le corps électoral. Le corps électoral, c'est un sujet extrêmement sensible, mais là, ce qui est important, parce que c'est ça quand même que les gens doivent savoir, c'est que les jeunes majeurs les jeunes majeurs natifs de Nouvelle-Calédonie vont être informés de leurs droits. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on a vu au précédent scrutin, nous on l'a vu notamment dans les gens qui se sont abstenus, beaucoup de gens qui ont été inscrits automatiquement et qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit de vote. Là, l'intérêt qu'il y a dans le processus qui a été mis en place, c'est qu'ils vont être informés, ils vont être accompagnés pour s'inscrire, donc ils vont être sans doute un peu plus motivés pour aller voter. Mais simplement un mot sur ce que vous disiez, sur le cœur de nos débats. On a parlé beaucoup de la date du référendum, de l'organisation de la consultation, du corps électoral, mais depuis 2 ans maintenant, le Premier ministre a souhaité qu'on aborde également les sujets économiques et sociaux. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une partie le matin sur les questions économiques et sociales, avec là aussi des avancées significative et un engagement fort de l'État. Je pourrais, madame, s'il vous plaît, je pourrais simplement indiquer que la partie de ce débat-là, ça concerne des jeunes citoyens du pays. On ne remet pas en cause le corps électoral global, non, il ne touche pas celui-là. Mais ce sont uniquement des jeunes citoyens du pays qu'il faut qu'ils s'inscrivent. Qui atteignent la majorité. C'est leur droit. Il n'y a pas d'autre... Oui, enfin... simplement que ça. On peut quand même... Enfin, moi, je le dis, on a réussi à trouver un consensus, même s'il a fallu 16 heures de discussion sur ces différents sujets. On a trouvé un accord et des objectifs partagés sur la date du second référendum. Mais il reste 2 constats quand même. Au travers de cette question-là et des bilatérales, c'est que le consensus politique qu'on avait réussi à trouver pour l'organisation du premier référendum est
partiellement remis en cause sur cette question. Et c'est que le dialogue politique qu'on avait décidé d'engager ensemble avant le premier référendum, aujourd'hui, il se transforme en bilatéral. Hein, ça veut dire chacun dans son côté en discussion avec l'État. Et de ce point de vue-là, nous, on ne peut pas être satisfait ou totalement optimiste pour l'avenir par rapport à ces deux sujets. Mais ça, ce n'est pas de notre faute, ça. Non, non, non. Hein, on voit que Mme Baguès... Et il n'a pas dit que c'était que des bilatérales, ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour les plénières, donc il n'y a pas de sujet. Michel, je comprends la posture politique, mais il n'y a pas de sujet, on va discuter ensemble. Moi, je sais où ça mène les discussions en bilatéral. Chacun discute avec le troisième dans son coin, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, on se rejoint. Et justement, comment allez-vous discuter de la suite après le deuxième référendum? Donc là, autour du Premier ministre, vous êtes tous mis d'accord pour déconnecter les échéances de l'élection présidentielle de 2022 et la suite après le deuxième référendum. Sonia Backès, vous disiez qu'après le deuxième référendum, il fallait tout de suite négocier pour un nouveau statut. Est-ce que là, les délais, du coup, pourront être respectés? Est-ce que ce sera juste avant la présidentielle? Est-ce que ça pourrait être, alors à ce moment-là, carrément après? Comment se passe la suite? Alors, sans rentrer encore une fois dans la technique, mais il y a, après la deuxième consultation, il y a 6 mois en fait, pour demander ou pas un troisième référendum. C'est-à-dire que ceux qui souhaitent un troisième référendum ont 6 mois pour le demander. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment utiliser cette période pour essayer de voir ensemble si on est en capacité, dans le cadre de discussions plénières, tous ensemble, de construire une autre alternative que, encore une fois, le binaire oui-non sur l'indépendance. Et ces 6 mois, on veut les optimiser, on veut les utiliser au maximum pour que chacun présente son projet de société. Que nous, on présente notre projet d'évolution de la Nouvelle-Calédonie, certes dans le cadre de la République française, et que les indépendantistes puissent dire ce qu'ils souhaitent également. Mais on aura eu, encore une fois, 2 résultats. Un en 2018, un en 2020. C'est-à-dire que les Calédoniens se seront exprimés dans le cadre d'un scrutin, puis d'un deuxième scrutin, reconnu par tous, souhaité par tous. Donc il faudra quand même, à un moment donné, qu'on reconnaisse ce résultat-là dans le cadre des discussions. Mais je pense qu'on a vraiment ce créneau-là pour se parler, pour s'entendre et pour construire enfin un avenir pérenne pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a, le Premier ministre l'a évoqué, Édouard Philippe, il a dit qu'il faudrait mieux préciser en tout cas les contours en cas de victoire du oui ou du non, et notamment réaliser un document didactique. C'est important d'accompagner les électeurs calédoniens et de leur expliquer. Quelquefois, ils sont un peu perdus dans tout ça. C'est tout simplement capital, parce que derrière les slogans, derrière les familles politiques, ce qui est en train de se jouer, c'est l'avenir du pays et des générations futures. Donc c'est important d'essayer d'être aussi clair et précis que possible sur les conséquences d'un vote, parce que selon qu'on vote oui ou selon qu'on vote non, et selon qu'une majorité dit oui ou non, la suite de l'histoire, elle ne s'écrit pas de la même manière. Hein. Gilbert Thuyenot, comment vous envisagez la suite du deuxième référendum si le non l'emportait encore? La question de la suite, pour moi, se résume à la question de savoir, derrière le non, qu'est-ce qu'il y a? Parce que nos amis loyalistes disent toujours non, non. La France, on continue avec la France. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie va avancer sur le plan économique, sur le plan de la prise en compte de notre jeunesse, sur des tas de sujets comme ça? Or, on sait qu'aujourd'hui, on est un peu borderline sur tout ça. Et on sait que le système tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au le pays laisse encore plein de Calédoniens sur le bord de la route, et notamment beaucoup de jeunes Kanaks. Je prends l'exemple des transferts de compétences là, qui ont eu lieu en 2009, notamment s'agissant de l'enseignement. Mais aujourd'hui, de manière majoritaire, ce sont des expatriés qui occupent le poste en Nouvelle-Calédonie. Il faut avancer sur ces sujets-là, parce que c'est l'avenir de notre pays. Et nous prétendons que la seule façon de conduire la Nouvelle-Calédonie vers un avenir serein, plus partagé, plus solide, c'est celui de l'indépendance. Et c'est le projet que nous avons défendu au cours du précédent référendum. Parce que nous avons travaillé sur un projet de société. Nous avons travaillé sur la révision de la constitution de Kanaki qu'on avait déposée à l'ONU. Ce sont des choses concrètes pour nous. Ce projet de société, Gilbert Thuyenot, il est réellement élaboré. Mais si la France reste là, c'est quoi? C'est quoi l'avenir des Calédoniens avec la France? Il faut rentrer dans ces détails-là. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, ce que l'on dit, c'est qu'on a un projet et il faut quelque part
Dis-les les deux projets, projet contre projet. Et les Calédoniens sauront à quoi s'en tenir. Et nous prétendons que le non, la réponse du non ne suffit pas comme ça. Parce qu'un non, c'est sec. On continue avec la France. Donc comme si tout va bien. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous aimeriez que les non-indépendantistes travaillent avec vous sur votre projet de société pour une Nouvelle-Calédonie qui ne serait pas rattachée à la France, Gilbert Thuyenot ? Mais non, mais il ne s'agit pas pour nous de M. Philippe Michel ou de Mme Sonia Baquès. Il s'agit des Calédoniens. Il faut que les Calédoniens, je parle bien du peuple calédonien. Vous savez ce terme-là, qui était quelque part un peu injurieux il y a quelque temps de ça. Il passe de plus en plus dans l'esprit des Calédoniens. Je vois même les loyalistes parlent maintenant de peuple calédonien. Ça fait longtemps. Mais ce peuple calédonien-là, quand est-ce qu'on lui donne vraiment de challenger son avenir? C'est quoi son avenir? Et c'est cette question-là. Parce qu'au bout d'un moment, en nous, ce que l'on veut, c'est sortir de la question qui fait que la Calédonie, c'est un peu binaire. C'est un peu, si on veut dire... C'est la question du référendum. Les loyalistes d'un côté, les indépendantistes de l'autre. Et on dirait que dans les indépendantistes, il y a les Kanaks. Mais non, il n'y a pas que les Kanaks. Pareil chez eux, il y a des Kanaks chez eux. Mais cette division-là, qui est aujourd'hui un peu ethnique, un peu géographique, il faut la dépasser. Victor Tutugoro, l'après-deuxième référendum. Alors, juste en termes de méthode, parce que vous avez évoqué ce qu'a dit le Premier ministre sur le document là. Le document, il y a l'avant et l'après deuxième référendum. Alors le document, il fait partie des choses de l'avant pour expliquer les projets des uns et des autres, les conséquences d'un oui ou les conséquences d'un non. Un document élaboré avant le deuxième. Avant, c'est pour bien expliquer. Mais quel que soit le résultat après le deuxième référendum, il faut de toute manière que l'on se voit pour dire comment on continue à organiser ensemble. Voilà. Et si on peut le faire ensemble, tout le monde ensemble, ce que nous souhaitons, tant mieux. Mais alors vous voyez sur quoi? Voilà. Sur l'organisation d'un troisième référendum ou d'un nouveau statut? Quel que soit le résultat, on se voit à partir du résultat. Il faut voir comment on fait la suite, comment on continue. C'est exactement ce que dit Victor Tutugoro. C'est-à-dire qu'il y a deux parties. Il y a une première partie qui est quelles sont les conséquences du oui, quelles sont les conséquences du non. On est dans un système binaire pour l'instant, puisqu'on a un référendum binaire. Nous, on a, effectivement, je pense qu'on a fait campagne, nous, en expliquant les conséquences d'une indépendance, et puis les indépendantistes disant « mais non, c'est pas grave, ça va bien se passer, vous inquiétez pas ». C'est important que l'État dise clairement quid, à un moment donné, moi j'ai eu un débat avec les indépendantistes où ils nous ont dit « mais non, mais l'État va continuer à nous accompagner pendant 10 ans si c'est l'indépendance ». Il faut que l'État nous dise. L'État nous dise « non, on ne sera peut-être pas là pendant 10 ans à accompagner financièrement la Nouvelle-Calédonie ». C'est Gilbert Thuyenot qui a dit ça? Non, c'est Jean-Pierre Jaiwe, pour tout vous dire, M. Tutugoro. Donc, est-ce que, oui ou non, l'État sera là pendant 10 ans? Je ne crois pas que l'État continuera à accompagner financièrement. Est-ce que, parce que ça a été dit aussi, mais vous inquiétez pas, si c'est l'indépendance, tout le monde va pouvoir avoir la double nationalité. Simplement de dire, ça n'a existé dans aucun pays qui a accédé à l'indépendance. Aucun pays qui a accédé à l'indépendance n'a offert à tous ses citoyens la double nationalité. Les budgets vont rester les mêmes. Non, quand on a un pays indépendant, on a des budgets de coopération qui sont 10 fois ou 100 fois moins importants que les budgets qu'on a. Tout ça, c'est des éléments factuels. Et c'est vrai que c'est important que l'État les donne. Parce qu'on s'est opposé en disant, alors évidemment, quand c'est nous qui le disons, c'est pas vrai, ou quand c'est eux qui le disent, vu des nôtres, c'est pas vrai. L'État dit simplement, factuellement, voilà quelles sont les conséquences du oui, et évidemment, quelles sont les conséquences du non. Ensuite, ça, c'est la première partie. Ça, c'est le avant le référendum binaire. Ensuite, on aura le après. Le après, il y aura un résultat. Il y aura un oui ou un non. Un non, on l'espère, majoritaire. Non, c'est le oui. Bien sûr. Et il faudra qu'on construise ensemble. Vous demandiez qu'est-ce qu'on va construire ensemble. On va construire ensemble un projet de société. Parce que je rejoins Gilbert sur le fait que ça fait maintenant 30 ans qu'on est sur ces questions institutionnelles et qu'on a besoin
de se projeter, qu'on a besoin. Gilbert Tueno disait quelque chose d'intéressant également. Il disait qu'il fallait impliquer les Calédoniens ou le peuple calédonien ou la société calédonienne. Comment aujourd'hui impliquer cette société calédonienne davantage dans vos débats? Comment faire Alors nous, on l'a fait sur les questions économiques. Hein. On a fait des débats. Je pense que c'est suffisant. Alors bien sûr que non. Là, on a fait sur les questions économiques et on a fait des grands débats qui nous ont quand même donné des idées intéressantes parce que, encore une fois, les gens vivent au quotidien les problématiques calédoniennes et ils sont capables de nous présenter les problématiques calédoniennes. Donc je pense qu'il faudra qu'on ait évidemment ces débats-là entre nous, mais il faudra également qu'on associe la société. Je rappelle que c'était l'ambition du groupe du dialogue proposé par le Premier ministre. Alors pourquoi ça a échoué dans un premier C'est moi qui vais répondre. Ça a échoué parce que certains se sont inscrits dans ce dialogue et d'autres non. Non, mais parce qu'il y avait un problème de respect entre nous. Enfin, je veux dire, la manière dont les choses, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la manière dont on a été traité, et en particulier dont j'ai été traité dans ce groupe de travail, était parfaitement inacceptable, c'est tout. On ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce que là, pour préparer le deuxième référendum, vous partiriez sur de meilleures bases? Je pense qu'il faut se respecter, c'est ce que j'ai dit. Le dialogue, la base du dialogue, c'est le respect. On est deux légitimités. On a la légitimité, encore une fois, du peuple premier, celle de la démocratie, et je pense qu'il faut au moins qu'on s'écoute. Et pas qu'on arrive dans ces discussions en disant, bon, le principe c'est l'indépendance, qu'est-ce que vous voulez garder à l'intérieur de l'indépendance? Non, c'est pas ça le principe. Non, mais la suite, pour répondre à votre question aussi, la suite, elle dépendait de la seconde consultation. Donc c'est pour ça que nous, on a demandé à des améliorations à l'organisation de la consultation de l'année prochaine. Parce que ça, c'est important. On a quand même fait le constat de certaines... de certains ratés, de certaines limites au moment du vote de novembre l'année dernière. C'était la question des procurations, c'était la question de la réponse de la Commission. Donc là, l'État a dit qu'il allait... Tout ça, ça va être amélioré. Tout le monde. Sur les procurations, c'est une très grosse avancée. Voilà. Et il faut que le résultat soit comme celui de novembre 2018, que ce ne soit pas remis en cause par les uns et par les autres. Et à partir de là, le projecteur, il sera sur les résultats. Hein. Voilà. Nous, on nous avait dit vous serez à 30%, on a fait... Voilà, on attend qu'ils nous disent encore un chiffre. Mais voilà, nous, on est très confiants parce que nous, on sait que la voie de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est celui que nous défendons. Et donc, je le répète, on nous a dit vous allez faire 30%, on a fait 43%. Cette fois-ci, vous verrez, on fera beaucoup plus. Et c'est ça qui déterminera la suite. C'est la suite. C'est les résultats du référendum. Sur les délais, vous êtes prêt à prendre du temps, à attendre la fin du processus de l'élection présidentielle pour discuter de la suite? Comment ça va se passer? On a dit qu'on discutait le lendemain de oui, voilà. Est-ce qu'au moins on est d'accord? Voilà. On est d'accord pour commencer à discuter le lendemain de la deuxième. Après, on verra combien de temps ça prend. Quel délai ça prend. Ça, c'est pas une question importante. Les discussions, au-delà des rendez-vous qui sont sanctuarisés par l'accord et par la loi, il y a aussi les autres discussions de tous les jours. Hein. Je veux dire, la discussion aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas croire qu'elle a lieu qu'ici à Paris. Hein. Le temps nous est compté quand même. Hein. Je le dis, hein, parce que ouvrir des discussions au lendemain du deuxième référendum pour essayer de bâtir un projet de société en commun au-delà du cadre institutionnel de l'avenir de Nouméa, c'est pas simple. Et l'échec du premier groupe de dialogue a montré à quel point c'était pas simple. Et puis surtout ensuite, si on veut substituer à un troisième référendum, oui, non, à l'indépendance, un troisième référendum, oui, non, à un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, il faut modifier la Constitution. Donc, moi j'attire l'attention sur le fait que le temps nous est compté. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on disait il faut tout de suite engager les discussions sur le bilan qu'on fait des accords, sur les valeurs, etc., etc. Bon, ça n'a pas pu être fait pour différentes raisons, mais vraiment, le temps nous est compté. Je reviens sur la société calédonienne, encore une fois. Est-ce que vous entendez quelquefois, Gilbert Tueno, voilà encore un détail qui nous oppose. Qui nous oppose. Tu me rassures. Qui est différent. La perception des choses. Le temps. Le président Jean-Marie Tjibaou l'a toujours dit. Il faut laisser le temps au temps. Donc autant nos amis loyalistes sont pressés, parce que c'est aussi quelque part des calculs, vous n'allez pas nous dire le contraire. Parce qu'il y a un constat qu'il faut faire. Il y a un constat qu'il faut faire.
c'est que l'idée d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a fait son chemin au sein de la population calédonienne, au sein des Calédoniens, au sein de la population océanienne. Et ça c'est notre certitude, ça. Et est-ce que les Calédoniens, justement, ont eu le temps de vous entendre, ont eu le temps de constater vos querelles? Et est-ce que vous entendez aujourd'hui cette société calédonienne qui a peut-être, sûrement d'ailleurs, envie d'avancer et de vous dire que ça suffit maintenant, qu'il faut effectivement se mettre autour d'une table, discuter pour l'avenir, pour le statut de la Nouvelle-Calédonie, pour une meilleure économie et pour l'avenir des jeunes Calédoniens? Est-ce que vous entendez aujourd'hui les Calédoniens qui vous disent qu'il faut avancer et qu'il faut avancer de manière constructive? Bien évidemment, nous sommes sortis de nouvelles élections en mai dernier. Oui, voilà. Donc il y a eu des propositions de part. Ça veut dire que demain, il y aura un groupe de travail, et ce groupe de travail, vous allez tous réussir à vous mettre autour d'une table et qui ne va pas exploser, comme ça a été le cas dans les anciens groupes de travail? Non. On fera tous le nécessaire pour. On vous rappellera ces paroles. Pas de problème. Alors, sur les questions économiques, maintenant, il y a eu ce débat préparatoire à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi l'UC n'a pas voulu participer à ces questions économiques, Gilbert Thuénon? Simplement rappeler que les questions économiques s'étaient également invitées au comité signataire en 2018. Et en 2018, nous ne sommes pas... Vous aviez également claqué la porte. Pas allés. Cette fois-ci, les choses ont quand même été discutées à la fois au sein de l'Union calédonienne, mais aussi du bureau politique élargi du FNLKS. Et les instructions, enfin, la chose était claire que nous ne participerons pas à ces discussions économiques. Pour les raisons que nous avons à plusieurs reprises indiquées, c'est que ces choses-là doivent être essentiellement discutées au pays. Ce sont des compétences qui ont été transférées aux institutions de la Nouvelle-Calédonie. Les provinces aujourd'hui, comme les communes, comme la Nouvelle-Calédonie, ont largement de quoi faire. La question des autres sujets qui ont été évoqués, à savoir l'extension ou le rallongement des contrats de développement, nous disons c'est l'application normale de l'accord de Nouméa. Je veux dire, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil de la Nouvelle-Calédonie. C'est des choses que pour qu'on avance sincèrement et concrètement sur ces sujets-là, ça relève d'abord de la responsabilité. Qu'est-ce qui doit être discuté en Nouvelle-Calédonie, Gilbert Thuénon, concrètement sur les questions économiques, alors, puisque vous voulez discuter sur le territoire? Qu'est-ce qui doit être les grands thèmes qui doivent être discutés? Ce sont lesquels? Je vais prendre un seul exemple. C'est la question de la mise en place de la TGC qui nous a occupés pendant de longues années. Voilà. Ça va faire depuis octobre 2018 qu'elle est aujourd'hui appliquée en plein exercice. Ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on avance, nous. Parce qu'on sait que comme tout nouvel impôt, il y a peut-être des réajustements à faire. Il faut discuter de ça. C'est la question de la relance économique de notre pays. C'est d'abord se mettre d'accord, nous, Calédoniens, avant d'aller discuter avec l'État. Parce que nous, ce qui nous gêne, c'est que les Calédoniens arrivés devant les responsables de l'État, les représentants de l'État français, avec des divergences, avec plusieurs points de vue, pour nous, ce n'est pas sain. Et je le répète, l'accord de Nouméa, comme les accords de Matignon et Dino, c'est d'abord la responsabilité des Calédoniens à la conduite des affaires de leur pays. Il ne faut pas refaire le contraire 30 ans après. Et ça, nous sommes opposés à ça. Tout ce qui a été transféré, nous, l'Union calédonienne, on a toujours dit. Ce qui est transféré est transféré. C'est un processus irréversible. On ne reviendra pas en arrière. Donc sur ces sujets-là, on peut en discuter avec les responsables français, les responsables de l'État. Par contre, la discussion, l'arbitrage, l'échange, c'est d'abord là-bas. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Victor, je partage la même position, puisque c'est le bureau du FLNKS donc on partage. Je vais simplement rajouter sur la manière. Il a dit le fond, mais c'est simplement sur la manière. L'une des raisons qui a fait qu'on n'en a pas été à cette réunion qui a été organisée à la Maison de la Calédonie. Oui, parce qu'il y a eu deux réunions. Il y a d'abord eu une réunion la veille du comité à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, vous avez discuté, et ensuite, vous avez discuté lors du comité des signataires. La Maison de la Nouvelle-Calédonie, pourquoi on n'a pas été? Parce que d'une part, sur ce qu'a dit Gilbert Thuénon, mais aussi sur la manière. Nous estimons qu'on n'a pas été dans le coup. On ne nous a pas
inclus. Il n'y a pas eu Associé, une préparation où on n'a pas été inclus pour préparer cette réunion. Hein, c'est comme ça que on a dit, on a été un peu exclus de la préparation et donc c'est pas la peine qu'on y va. Voilà. Et ensuite, dans le comité des signataires, vous Voilà, acceptez nous, de discuter des questions économiques. on a fait la part, parce que c'est comme l'année dernière, hein, c'est une discussion sur l'égide de l'État. Hein, et donc, nous sommes aussi des responsables de collectivités, et donc les financements de tous nos politiques publiques, hein, il faut les trouver. Et donc, oui, nous avons été, parce que les choses qui sont discutées, ce sont des choses qui relèvent de tous les jours. C'est les applications de l'État dans les contrats de développement, c'est les financements divers, et donc les outils qui vont aussi avec. Et donc, oui, pour cela, nous avons, nous, l'UNI, décidé d'être à cette partie de la matinée. Voilà. Sonia Backès, sur les questions économiques, est-ce qu'il y a eu des avancées significatives ? Oui, alors d'abord simplement pour la présence du FLNKS ou pas, effectivement, la conférence économique, elle a été préparée un peu tardivement et je pense que la prochaine fois, il faudra sans doute que les uns et les autres soient associés en amont. Ça n'empêche que c'était nécessaire, ce débat qu'il y a eu avec les forces politiques et les services de l'État, parce que les questions économiques, elles ne sont pas complètement déconnectées de l'accord de Nouméa. Il y a encore des compétences qui restent à l'État. C'est le cas des questions monétaires, c'est le cas des contrats de développement, c'est le cas de la défiscalisation, sur lesquels on a forcément des liens avec ce qui se passe au niveau de l'État. Donc ces échanges, ils sont nécessaires. Donc ensuite, effectivement, on le voit bien, il y a eu quand même des avancées importantes, puisque l'État a acté la prolongation des contrats de développement avec une année budgétaire en plus, c'est-à-dire en gros 9 milliards de francs pacifiques en plus. On a connu malheureusement dans le passé des prolongations de contrats de développement avec ce qu'on appelait des années blanches, c'est-à-dire pas de financement complémentaire. Là, on a un financement complémentaire à hauteur de 9 milliards. Et puis, il y avait un gros souci à régler qui est en partie, sur lesquels il y a des avancées importantes qu'on n'avait pas eues, c'est la question de l'accès au crédit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup aujourd'hui de Calédoniens qui souffrent du fait que les banques n'ouvrent plus de lignes de trésorerie aussi facilement, qui demandent, excusez-moi, mais ceinture et bretelles pour accorder des crédits, que les montants de crédit sont limités, parce qu'il y avait un problème de refinancement des banques. Et ça, ce problème-là a été largement abordé avec des solutions, puisqu'il y a 17 milliards qui sont mis dans un premier temps avec d'autres solutions. Et puis un dernier élément, c'est la recherche de financement complémentaire. On avait appelé ça contrat de convergence. On verra si ça s'inscrit dans des contrats de convergence. Mais l'idée, c'est de permettre à la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, d'avoir accès à des programmes qui sont aujourd'hui logés dans des ministères qui ne sont pas le ministère de l'Outre-mer, mais des programmes d'investissement d'avenir sur différents sujets, et donc d'aller chercher des financements complémentaires. Et c'est le travail qui va être fait pour avoir là aussi de nouveaux financements avant la fin de l'année 2019. Si vous êtes satisfaite, Calédonie Ensemble, Philippe Michel, pour vous, il y a encore du travail à effectuer. Oui. Vous n'êtes pas complètement... Non, mais à chaque comité des signataires, on a un volet dossiers économiques et sociaux. Souvent, c'est au comité des signataires qu'on décide de prolonger les générations de contrats de développement avec l'État d'1 an, qu'on évoque un certain nombre de dossiers. On parle quasiment à chaque comité des signataires de la situation du secteur nickel, etc. etc. Ce que je regrette, c'est que sur ces questions économiques et sociales, en réalité, il faut beaucoup de comités des signataires et beaucoup de temps pour qu'il y ait réellement des annonces fortes. Ça fait 5 ans, par exemple, qu'on discute à chaque comité des signataires de l'installation de la Banque publique d'investissement en Nouvelle-Calédonie. Franchement, au bout de 5 ans, on a fini par régler les problèmes informatiques préalables à l'installation de la BPI et on a la satisfaction, alors bon, d'avoir un représentant permanent de la BPI en Nouvelle-Calédonie. Ok, c'est une avancée, mais franchement, on espérait quand même un peu plus que ça. Voilà, donc je regrette un peu, je le dis très franchement, c'est pas une critique ou une agression envers qui que ce soit, mais moi j'aimerais qu'à l'avenir, quand on aura réglé nos problèmes politiques et institutionnels, on ait un changement de méthode sur le traitement des questions économiques et sociales au comité des signataires, parce que tous ceux qui ont l'habitude des comités vous diront que chaque année, on reparle des mêmes choses. Hein, et que c'est quand même extrêmement compliqué de faire avancer les choses à la vitesse où elles devraient. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Là, cette année a été évoquée la mise en place un peu d'une réflexion sur le fait de maintenir l'épargne
des Calédoniens en Nouvelle-Calédonie. Là, comment on peut avancer sur ce dossier-là ? C'est très simple. Enfin, les chiffres qui nous ont été donnés hier par le Trésor et les Finances qui étaient là, c'est qu'il y aurait au total 600 milliards CFP d'épargne calédonien placés hors de Calédonie. On comprend qu'on a un intérêt évident pour pouvoir financer notre économie à essayer de ramener cette épargne en Calédonie pour pouvoir l'utiliser localement. Et donc, effectivement, un certain nombre de pistes ont été travaillées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le sujet pour essayer d'inciter les Calédoniens à maintenir leur épargne. Nous, on a une vision alors peut-être un peu différente. Certains veulent bloquer la sortie des capitaux. Nous, on veut plutôt maintenir, encourager les Calédoniens à maintenir leur épargne en Nouvelle-Calédonie. Mais l'avenir institutionnel est lié. C'est-à-dire que les Calédoniens, ils ont tendance à sortir leur argent quand ils ne savent pas ce que sera l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On n'a plus le temps. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On saura dans les prochains jours, dans les 15 prochains jours, normalement, si c'est le 30 août ou le 6 septembre qu'aura lieu ce second référendum. Merci à tous, que les discussions se poursuivent en Nouvelle-Calédonie. Merci. Bonne soirée.